Christian Jean-Étienne, bienvenue sur le plateau de Résonance Créole et merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Je suis très content d'être invité, surtout pour parler de cette exposition qui le mérite. Effectivement. Alors avant, précisons que tu es géographe, professeur d'histoire-géographie agrégé. Et effectivement, aujourd'hui, tu nous emmènes nous balader au cœur du quartier Bellevue à Fort-de-France à travers l'exposition Bellevue d'hier à aujourd'hui. Elle est visible au rond-point des Arts à l'étage du centre commercial Le Rond-Point à Fort-de-France. Une plongée dans l'histoire visible jusqu'au 30 janvier. Mais avant d'en découvrir un peu plus sur l'histoire du quartier, tu partages avec nous ton proverbe favori, Zandoli capissé si l'on fosse cocoy. Je te laisse le traduire si c'est traduisible en français. J'étais gêné de choisir un proverbe parce que je lis beaucoup les proverbes, j'adore ces proverbes-là. Ils sont riches de sens et nos anciens avaient raison. Alors Zandoli capissé si l'on fosse cocoy, ça peut être vulgaire, mais c'est un proverbe très vrai qui veut dire à l'impossible nul n'est tenu. Et que si le projet que vous envisagez est trop lourd, ne le prenez pas. C'est un proverbe de sagesse. Oui, tu disais, il y a beaucoup de sagesse dans les proverbes créoles. Oui, c'est exact. Alors, Zandoli capissé si l'on fosse cocoy. Avant mon opération du genou, je traînais la patte et les copains se moquaient de moi et je leur disais, monsieur Zandoli capissé si l'on fosse cocoy. Et c'était tout dit. En tout cas, c'est un marqueur d'humilité, nous dirons. Oui. Alors, cette exposition Bellevue d'hier à aujourd'hui, il faut le souligner, a pris naissance grâce à une ancienne carte postale découverte à Paris par Claire Roseau, qui est aujourd'hui l'actuelle propriétaire des lieux au rond-point à Fort-de-France. La gérante. La gérante, exactement. Sur cette carte postale que l'on va découvrir, nous y voyons une romerie, celle de la Pointe des Nègres. Or, qui se souvient à l'époque qu'il y a eu une romerie quartier Bellevue, et d'ailleurs de quelle époque parlons-nous exactement? Alors cette romerie, effectivement, a disparu complètement, il n'y a pas de trace. La seule trace qui restait, c'était un panneau qui indiquait romerie, que j'ai eu l'occasion de photographier lors de mes différentes randonnées, qui a disparu. Et de cette romerie, dans les années 30, 35, 39, avant-guerre, elle a joué un rôle important pour expédier le rhum en France. Ce rhum était effectivement chargé grâce à une grue sur les barges qui allaient à Fort-de-France pour l'expédition de la France. Et du nom, la grue a donné le nom du quartier, la crique. Il y a la grue, il y a la Pointe-Chelle, parce que les pétroliers de la Chelle s'installaient là pour déposer leur carburant. Et puis il y a le phare et le fort. C'est un petit peu le site. Et puis Bellevue, par contre, c'est la jonction entre la ville de Fort-de-France qui déborde sur le quartier et qui a pris naissance avec effectivement le lycée Schellcher, la maison du gouverneur, puis le centre du Rond-Point. C'est ça. Et ce quartier Bellevue était voisin d'une campagne. Alors voilà, c'est ce que j'aimerais qu'on précise, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que jusque dans les années 50, Bellevue était presque vierge, en fait. C'était très peu construit et c'était la campagne foyalaise. Absolument. D'autant plus que j'y ai vécu mon adolescence. C'était la campagne, ça veut dire qu'il y avait des camps-pêche, des bois-tibombes, la rivière. L'église. Voilà, il y avait deux bâtiments qui structuraient l'espace à l'époque. C'était l'église et le statut Achille. Et il y avait la rue principale entre les deux, et puis des maisons dispersées. En géographie, on parlerait de concentration diffuse, et puis une vie à la campagne, c'est-à-dire de l'élevage, des gens qui vivaient en solidarité. Et on allait à la mer, on allait à la pêche, il y avait du chapardage, même chez Chaumont-la-Motte. Les quénétiers, les manguiers, en allant se baigner à la Pointe-Chelle, on passait par là pour se restaurer. Qu'est-ce qui a motivé, du coup, dans les années, milieu des années 60, les premières constructions et l'urbanisation du quartier? Alors, je pense que, tout naturellement, la ville a débordé sur cet espace, puisqu'il y avait un apport d'habitants qui fuyaient la campagne. Il y a eu aussi la crise de la canne à sucre dans les années 70. Et qui a entraîné l'exode rural aussi. Exactement. Et puis, ce qui a généré vraiment cette urbanisation, c'est la création de la route nationale 2, qui passait juste entre l'église et le salut Achille, et qui a entraîné cette urbanisation extraordinaire. 3 événements ensuite ont suivi. Le déménagement du collège technique du bassin de Gradoub au lycée technique, là où était élève mon ami et mon vieux frère Victor Anissette. Et puis ensuite, le déménagement du collège de filles de Ronan
au lycée de jeunes filles. Ensuite, le lycée de Bellevue. Deuxième événement important, ça a été le transfert de l'école normale qui était à Corriveil, à Châteauberry, lorsque l'Assemblée départementale a acheté dans les Médernoules 36 000 m². On a déménagé l'école normale. Alors là, c'est du lourd. Oui, en fait, finalement, c'est la migration de cette jeunesse qui a engendré aussi oui, cette urbanisation. Et puis, il y a eu ensuite un développement, comment dire, normal avec les commerces. Alors, au départ, il y a eu les petites boutiques, les supermarchés. Et puis, Roseau, avec son rond-point, a beaucoup contribué à ce développement urbain. Est-ce qu'aujourd'hui, il reste des traces de ce passé rural, campagnard, dans le quartier Bellevue ? Des panneaux, des monuments Malheureusement pas. L'urbanisation a effacé tout ça. Même dans les avions de la route, lorsque la carrière s'est développée, parce qu'après la Romerie, les héritiers ont construit une carrière avec le basalte et les roches volcaniques voisines, il reste quelques pièces métalliques, sans plus. On a même détruit, sans raison apparente à mon avis, l'habitation Pointe des Nègres, qui a été remplacée par des lotissements. Alors, on a vu pousser des lotissements de manière extraordinaire. Le Gaillac, c'est le nom de ce lotissement, juste en face de l'entrée de l'INSPE. C'est comme ça qu'on localise l'ancienne habitation. Le Gaillac, parce que c'est un arbre solide, il a été préservé dans le jardin, il est centenaire, mais il n'y a pas d'autres traces, sinon dans la mémoire orale. Et à travers cette exposition, donc, qui, on l'a dit, retrace plus de 70 ans d'histoire, en quoi est-ce important pour le public justement de se réapproprier cette histoire, cette mutation, ces mutations en tout cas là, concernant le quartier Bellevue, mais du coup plus largement la mutation de nos quartiers et de nos communes. Pourquoi c'est important de comprendre ces enjeux en 2026 ? Alors, je ferai deux réponses à ça. Premièrement, il est bien de savoir comment les choses ont évolué. Les gens qui font leurs courses au rond-point et dans le centre commercial sont loin d'imaginer ce qu'il y avait avant. Même les étudiants de l'ESP, quand j'ai travaillé à l'ESP, quand je les amenais en exercice de géographie appliquée, ils ignoraient totalement qu'il y avait cet espace avec un habitat spontané. Pour eux, la civilisation s'arrêtait au rond-point et à l'ESP. Et puis, il y a, à mon avis, comprendre l'aménagement du territoire, comment un espace évolue, les contraintes de l'époque, les enjeux, développement économique, etc. Et ça, c'est important. Et l'exposition, vraiment, a joué un rôle fondamental pour faire le lien entre les souvenirs Bien sûr. Et la réalité. Effectivement, puisqu'en plus, cette exposition croise plusieurs regards. Alors, évidemment, le tien en tant que géographe, en tant qu'ancien jeune aussi du quartier Bellevue, mais aussi celui de Marie Lamotte, qui est une figure et mémoire vivante du quartier Bellevue et donc qui a partagé... 95 ans. Voilà, qui a partagé ses anecdotes, son vécu. Celui également de la photographe Adeline Rapon, qu'on embrasse, qu'on a reçu dans cette émission. Et là, on découvre justement l'un des clichés qu'elle a pris. Donc, vraiment, ce travail de fond qui a mobilisé plusieurs cerveaux a duré plus d'une année. Oui. Et vous avez vraiment donné aussi une dimension plastique et artistique, pas seulement historique à cette exposition. C'est aussi une façon peut-être de rendre l'histoire plus accessible pour le public qui va la découvrir. Oui, je pense que c'est important, la transmission, avec plusieurs regards artistiques, géographiques, techniques. Il faut aussi penser à nos deux scénaristes. Oui, c'est vrai, que je n'ai pas cités, effectivement, tu as raison. Frédéric et Mathieu. Moi, j'ai appris plein de choses avec eux. Et en même temps, ça permet de définir la notion de lieu de mémoire et de lieu chargé d'histoire. Alors, les lieux de mémoire, on les connaît, parce qu'ils sont célébrés par des monuments, etc. Mais le lieu chargé d'histoire, Pointe des Nègres. Effectivement, après l'expo, je pense que les gens auront un regard différent. Tous les copains qui ont vécu cette époque, moi, déjà téléphoné, ça leur fait plaisir. Et puis, les écoles d'à côté, à Pointe des Nègres, j'avais déjà été sollicité par eux pour les exposer. Ils pourront venir voir l'expo. Et ce transfert de déformation, on va passer du souvenir à la mémoire. Et à mon avis, c'est fondamental. Je profite pour féliciter Mme Claire Roseau, qui a une collection magnifique de cartes postales, qui a été la matière première de l'expo. Qui a impulsé l'idée en tout cas. Aussi. Donc on rappelle que le public peut découvrir cette exposition au rond-point jusqu'au 30 janvier prochain. Donc évidemment, il ne faut pas hésiter pour en savoir plus sur ce quartier Bellevue. Pour rester dans le domaine artistique, tu as souhaité nous parler d'une figure incontournable en Martinique, le plasticien Victor Anissé, qui est un ami, si j'ai bien compris. Oui. Pourquoi son travail en particulier, en sachant que la Martinique est riche d'artistes divers et variés? Oui, alors... Victor, c'est un vieux frère, c'est mon grand frère.
On a lié d'amitié et on s'aime beaucoup. Et je me retrouve dans ces travaux. J'aurais pu choisir, ça m'a posé problème, hein, parce que j'ai des amis plasticiens. Oui, tu ne voulais vexer personne, mais c'est de ma faute. Je t'ai obligé à choisir. Ils ne me voudront pas, j'espère. Non. Mais avec Victor, c'est différent parce que déjà, chaque fois qu'on l'a sollicité au comité de devoir de mémoire, il a toujours accepté. Il est vraiment spontané et ça, il faut le remercier. Et puis, il y a aussi un fait important, Victor était élève au bassin de Cadoum lorsqu'il y avait le collège technique. C'est là qu'il a commencé ses études. Donc lui aussi a vu la mutation. Il est monté au lycée technique et M. Gutmann, qui était à l'époque le directeur de l'école, l'a accompagné. Il m'a raconté tout ça avec des précisions. Et je pense que ça va lui faire plaisir. Je l'invite à regarder l'expo. Oui, il faut qu'il vienne la voir. Il faut qu'il vienne. Exactement. Et en même temps, comme c'est un homme de terrain, je pense qu'il va apprécier à la fois la démarche, mais en même temps le souvenir. Il a plein de souvenirs, mais sans compter l'habitation qu'il a vécue dans son enfance à Basse-Pointe, je crois. Oui. Et en même temps, il a certainement apprécié la mutation du paysage. Comment on passe de la campagne à la ville. Alors, l'enville que Chamarzeau a écrit, effectivement, est intéressante. Alors, ce qui est important, c'est que Pointe-des-Nègres, avec le déménagement à la Sarraz de La Chelle, a laissé un espace vide qui a été occupé par, effectivement, l'exode rural, les agriculteurs qui ont été chassés de leurs terres, comme Texaco, à côté, comme Volga-Plage et les autres espaces littoraux. Et puis, Esso avait sa firme à Madiana. Il n'y avait pas d'impact sur le territoire. Ils étaient sur un radeau au large de Madiana, lequel radeau nous servait de natation, de compétition. Tous les jeunes du quartier, Saint-Georges, Batelière, il y avait des concours de plongeon. Vous avez appris à nager, vous avez tous appris à nager là. On a appris à pêcher, à pêche marine. Le Hilton, qui a été construit chez Cottrell, c'était un énorme rocher à l'époque. Et les meilleurs plongeurs avaient là, devenu ensuite PLM. Donc c'est un lieu riche qui mérite d'être connu. Et justement, donc c'est toute cette histoire que l'on peut découvrir jusqu'au 30 janvier à travers l'exposition Bellevue d'hier à aujourd'hui. Ça se passe au rond-point, quartier Bellevue, évidemment, entre Bellevue et Pointe-des-Nègres à Fort-de-France. Merci beaucoup, Christian Jean-Étienne, d'avoir partagé ce petit bout d'histoire avec nous. J'ai encore plein de choses à dire. Ça passe toujours trop vite. Mais pour la suite, j'imagine que le public pourra peut-être aussi te rencontrer sur le lieu de l'exposition à certains moments jusqu'au 30 janvier. Oui, voilà. En tout cas, on leur souhaite pour un autre échange pour aller plus loin. Merci à toi. C'est moi qui te remercie. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir accompagnés. On se retrouve dès demain pour ouvrir une nouvelle page dédiée à la culture. Soyez au rendez-vous.